Et ces violences. La violence. Des violences. Est-ce que tu condamnes les violences? On vit dans un monde qui a peur de la violence, mais qui la provoque. On a peur d'une troisième guerre mondiale, pourtant les États-Unis ainsi qu'Israël bombardent des sites en Iran, notamment des installations nucléaires. On a peur de l'insécurité, pourtant on a des policiers qui continuent de commettre des violences, tout en portant l'insigne. On a peur des agressions, pourtant dans certains foyers, dans certaines entreprises, dans certaines relations, la violence existe, tout en étant passée sous silence. Mais quand on regarde ces violences, on voit qu'elles ne viennent pas de n'importe qui. La première puissance mondiale, les institutions chargées de nous protéger, ou encore les personnes qui ont des positions dominantes dans les relations. Bref, ça vient de ceux qui ont le pouvoir. Alors ça pose une question, est-ce que c'est le pouvoir qui provoque la violence ? Quand on parle de violence, les gens y voient souvent un coup de poing ou alors une grande guerre. Mais la violence vient de beaucoup plus loin. L'ostracisation, les insultes, la pression sociale, elle peut être physique oui, mais elle peut aussi être psychologique, économique ou même symbolique. Et parfois les plus violentes, c'est celles qu'on ne voit pas. Salut la société, bienvenue dans Syntaxe Sociale et aujourd'hui, on va parler de la violence. Vaste question. Le pouvoir, je pense que mon opinion a un peu été forgée par mes études en sciences politiques et en sociologie. Mais le pouvoir, ça peut être un moyen ou un outil qui peut permettre notamment d'entretenir des rapports de domination entre franges de population, entre des organisations, entre même des pays, des États, etc. Et donc le pouvoir, c'est un peu donc un outil des dominants, entre guillemets, dans ces rapports de domination, qui est souvent utilisé dans les sciences de conserver leur position, leur statut, leurs avantages, leurs privilèges. Donc quand des gens essayent de chercher du pouvoir, et ça peut être de plein de formes différentes, ça peut être pour contrôler aussi les autres, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Après, ça peut aussi avoir le sens politique dans les gouvernements, de prendre le pouvoir au sein d'un régime politique, etc., au sein d'un gouvernement. Mais il y a des similitudes, je pense, entre les deux. Pour moi, le pouvoir, que ce soit sur une petite ou une grande échelle, c'est avoir l'impact sur quelque chose, sur quelqu'un. Ça peut être autant sur des personnes que sur un groupe de personnes, que sur des idées finalement. Donc, je trouve que c'est assez général le pouvoir. Je trouve que je pourrais avoir du pouvoir par exemple sur ma petite sœur parce que elle me fait confiance, comme mes supérieurs au travail ont du pouvoir sur moi parce que ce sera toujours eux qui décideront. Donc je pense que c'est assez vague le pouvoir. Et évidemment, il peut être bien plus grand en fonction de la place qu'on a dans la société. Pour moi, avoir du pouvoir, c'est avoir la possibilité d'impacter la trajectoire, la vie de quelqu'un, simplement par une décision que l'on va prendre un peu pour le compte de quelqu'un et pas nécessairement, c'est-à-dire que même faire une décision purement égoïste, mais qui va ensuite avoir un impact sur quelqu'un, c'est avoir une forme de pouvoir. Selon Larousse, le pouvoir, c'est soit la capacité d'agir, soit l'ascendant qu'on a sur quelqu'un, soit la position de ceux qui gouvernent. Bref, il y a 400 définitions du pouvoir. Et ça ne nous permet pas vraiment de comprendre de quoi on parle. Alors on va fermer le dico, parce que pouvoir, c'est plus que des mots. Le sociologue allemand Max Weber l'a déjà défini dans Économie et Société, paru en 1922, où il écrit: le pouvoir signifie toute chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. Autrement dit, le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté, même quand l'autre n'est pas d'accord. Mais il s'applique comment, ce pouvoir dans le monde réel ? Eh bien, on le voit s'appliquer tous les jours, sous toutes ses formes. À l'échelle la plus large, on a les États-Unis qui disposent d'une puissance militaire, économique et aussi politique, qui agissent au-delà des frontières. On voit bien ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe en ce moment en Iran et ce qu'il risque de se passer à Cuba. Que ce soit les interventions militaires, les frappes ou même les embargos qui sont tenus par les USA, ils sont documentés. À une échelle plus petite, on a les institutions qui sont chargées de nous protéger. Max Weber, le dit père de la sociologie compréhensive, parlait déjà de la violence légitime de l'État dans Le Savant et Le Politique, publié en 1919. Évidemment, certains politiques ont tenté de détourner cette phrase et ressortent ce principe de violence légitime de l'État pour justifier ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes ou alors pour cogner sur les jeunes de quartier. Quand Max Weber parlait de cette violence légitime de l'État, il n'en parlait pas comme ce qui doit être, mais comme ce qui est déjà en société. Les forces de l'ordre et non de la paix peuvent utiliser cette violence dans un cadre légal. Contrôler, interpeller, contraindre, et souvent, ça va trop loin. Mais le pouvoir va bien plus loin que les institutions, surtout quand on va parler de relations économiques. L'employeur, il gère son entreprise et ses employés. Oui, il embauche, mais aussi il licencie et il fixe les conditions de travail. Et cette violence, elle se décline de plein de manières différentes, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement moral institutionnel, qui est défini comme la résultante d'une politique d'entreprise conduisant en toute connaissance de cause à la dégradation de conditions de vie des salariés. Une pression sur les employés qui sont en situation de dépendance dans un système où vivre dépend de ton salaire et où celui qui te paie a le pouvoir. C'est une violence invisible qui a notamment été mise en avant dans les discours contre le travail des employés le 1er mai.
qui n'est pas obligatoire et qui va quand même faire peser un poids sur les employés. Et à une échelle encore plus petite, on a la famille. Et là, on peut parler de l'autorité des parents sur les enfants. Il y a en description une vidéo qui parle de l'éducation punitive, qui est donc une violence sur les enfants. Mais on peut aussi parler de contrôle coercitif, notamment conceptualisé par Evan Stark. Ce sont différentes stratégies ayant pour but de contrôler ou même d'asservir une personne. En gros, c'est une prise de contrôle progressive et subtile qui perdure dans le temps. Ça passe par ce qu'on appelle des micro-contrôles, donc comment la personne s'habille, à qui elle parle, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Donc il y a de l'isolement, des menaces, des intimidations, et ces violences, elles peuvent paraître anodines, mais quand elles sont toutes accumulées, elles deviennent des contraintes permanentes. Et ces règles impliquent des conséquences en cas de non-respect. Ici, on a l'isolement de la victime pour la couper de toute relation, mais aussi de toute ressource extérieure. Ressources qui pourraient lui permettre de s'enfuir. Et ce qui rend ce type de violence très difficile à voir, c'est pas son intensité, c'est parce qu'elle est banalisée. Parce que c'est quotidien et ça ressemble pas toujours à de la violence classique. Ici, il y a le fait d'imposer sa volonté. Et Bourdieu a déjà théorisé ce qu'on appelle une violence symbolique. C'est dans La Reproduction, coécrit avec Passeron, publié en 1970, que Bourdieu parle de cette violence qui ne nécessite pas d'être physique. Les dominants transforment un rapport de violence en rapport de sens. L'objectif est de rendre cette violence légitime aux yeux des dominés afin qu'ils consentent à cette dernière. Cette violence est invisible, acceptée et surtout normalisée. Par exemple, le bon goût qui est défini par les groupes sociaux dominants. Le rap a aussi été longtemps décrédibilisé alors qu'il porte la voix des milieux populaires. La violence symbolique est invisible parce qu'on l'appelle pas violence, on l'appelle la norme. Sexisme, homophobie, racisme, c'est pas juste des cas isolés ou des dérapages individuels. Ce sont des logiques qui traversent la société et qui influencent les comportements, les attentes et les représentations. Elles passent par des réflexes, des habitudes, des manières de penser qu'on a fini par intégrer. Et ça, sans même s'en rendre compte. Et c'est précisément pour ça qu'elles ont du mal à être identifiées. Parce qu'elles se présentent pas comme des violences, mais comme quelque chose de normal. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui s'acquiert, s'arrache ou se partage. Le pouvoir s'exerce à partir d'innombrables points et dans le jeu des relations inégalitaires et mobiles. C'est ce que disait Michel Foucault dans le premier tome de Histoire de la sexualité, nommé La volonté de savoir, publié en 1976. En gros, le pouvoir il s'applique au quotidien par les individus eux-mêmes. Le pouvoir c'est aussi l'école, les regards, les habitudes, les règles, il n'a pas besoin d'être visible pour exister et surtout il est partout. Le pouvoir ne fait pas que nous contrôler, il nous apprend à nous contrôler, à nous brider. Et si le pouvoir provoquait la violence, c'est là qu'on tomberait dans un film d'horreur. Parce que cette violence, on la verrait pas, on la questionnerait même plus. À force d'être répétée, elle deviendrait normale. Et une fois qu'une violence est dite normale, elle finit par être considérée comme légitime. Et à partir de là, elle est presque impossible à combattre. Non, je hais la violence, je suis hyper sensible à la violence et il n'y aura aucune violence justifiable, explicable. Non, je dirais peut-être explicable si les gens ont des pathologies, mais je dirais et encore. Je pense que la réponse la plus simple, c'est de dire oui. Oui, parce que légitime en soi, grammaticalement, ça veut dire que c'est autorisé par le droit, entre grosses guillemets. Ça veut dire que c'est possible pour des raisons d'équité. Et si je me base simplement sur cette définition-là, ça existe parce que la légitime défense existe et est autorisée et est une défense. Après, d'un point de vue moral, est-ce que je pense que parce qu'elle existe, il faut l'autoriser et le cautionner? Je pense pas. La violence, je considère pas que ce soit une solution et je pense pas que ça devrait être une finalité. Pour moi, ça dépend beaucoup de qui on parle, ça dépend beaucoup des acteurs en question. Puis aussi, la frontière, elle est floue sur l'aspect légitime. Je pense que la frontière est floue et mouvante. La violence légitime, par exemple, quand elle est utilisée pour défendre les actions de la police, je pense que c'est très dangereux. Parce que quand on a un corps policier donc, qui est chargé, soi-disant, de la protection de la sécurité dans un État et qu'on lui accorde une certaine marge de violence légitime, justement par le fait qu'elle soit floue, cette limite, même juridiquement, ça laisse place en fait à des débordements, à des abus de pouvoir, etc. Le pouvoir dont on parlait justement juste avant. Et donc c'est là qu'on a évidemment besoin d'une beaucoup plus grande législation et d'un encadrement beaucoup plus défini et beaucoup plus. Et donc du coup, par exemple, quand on parle de la police, beaucoup plus de limites. Et après voilà, c'est sûr que la violence légitime, la question peut se poser pour toutes sortes d'acteurs. Quand on est dans un régime fasciste, par exemple, autoritaire, répressif, etc. La question de la violence légitime se pose aussi pour les forces de résistance qui veulent s'opposer à un État pareil. Et du coup, voilà, la question se pose jusqu'où aller pour se battre pour la liberté, pour des droits, etc. Certains décident alors de se lever face à ces violences. Un des exemples qu'on a connu récemment avec l'affaire Quentin de Ranc, c'est la Jeune Garde. Un groupe qui y tenait face aux violences d'extrême droite, notamment contre les communautés LGBT, musulmanes, noires et arabes à Lyon. Et ce type de groupe, on le voit apparaître à chaque époque. Quand une violence devient trop présente, trop répétée, certains finissent par y répondre. Parfois en s'organisant, parfois en occupant l'espace, et parfois par une autre forme de violence. Et c'est comme ça que le groupe Black Panther Party est né en 1966. Face aux violences que les personnes noires subissaient face à la police à Auckland, ils ont commencé à mettre en place des patrouilles d'autodéfense pour surveiller la police, et aussi rappeler les droits des citoyens.
mais aussi il faisait des programmes sociaux. Petit déjeuner gratuit pour les enfants, clinique de santé, aide aux communautés. Le groupe parle d'autodéfense et pas d'agression. Mais le groupe a été vu comme une menace et du coup le mouvement a été surveillé, infiltré et attaqué par le FBI dans le cadre du programme COINTELPRO. La répression de ce groupe a été massive et organisée. Mais du coup le mouvement s'est effondré dans les années 70. Pourtant, avec l'avènement de Trump aux USA, certaines prises de parole ont contribué à banaliser des paroles racistes et à tendre davantage le climat social. On l'a vu notamment en 2017 à Charlottesville, lors d'un rassemblement d'extrême droite qui a dégénéré en violence. Alors, on voit des groupes qui revendiquent l'héritage de ce mouvement se lever. Et en France aussi on en a connu. Une violence économique sur les plus précaires a lancé le mouvement des Gilets jaunes. Une mobilisation qui, à l'origine, se voulait sociale et populaire, mais qui a rapidement été confrontée à une répression forte. Plusieurs policiers ont même été condamnés pour des violences commises lors d'opérations de maintien de l'ordre, pendant que d'autres interventions étaient publiquement défendues. Et en fait, c'est là que quelque chose se joue. Parce que cette violence-là, celle qui répond, elle devient immédiatement visible et choque. Alors les États et les médias la condamnent et la répriment. Et du coup, cette répression, elle se fait comment ? On l'a vu avec les Black Panthers, surveillance, infiltration, manipulation, jusqu'à provoquer des divisions internes et affaiblir le groupe de l'intérieur. Et on l'a aussi vu en France, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Des manifestations ont été frappées, blessées, dispersées par ceux qui sont censés faire respecter l'ordre. Dans les deux cas, c'est pas une absence de violence, c'est une autre violence. Une violence organisée et commanditée par ceux qui sont censés lui permettre d'exister. C'est évidemment plus facile de voir ces violences comme légitimes quand c'est toi qui pousses à les commettre. Mais comment convaincre la population qu'elle l'est ? Les États-Unis ont utilisé le 11 septembre pour attaquer un pays qui n'avait rien à voir avec les attentats. Et aujourd'hui, ils utilisent le sujet des droits humains pour légitimer le fait de s'attaquer au pétrole, du Venezuela, de l'Iran et de la position stratégique qu'a Cuba. En France, on a aussi eu une tentative de faire passer les forces de l'ordre pour des pauvres petits-enfants qui sont victimes de violences. À Sainte-Soline, lors d'une mobilisation contre les méga-bassines, l'intervention a été présentée comme une réponse nécessaire face à des manifestants violents. Ce qui est intéressant, c'est que les forces de l'ordre cherchent à construire une image, celle de policiers gendarmes agressés, donc obligés de répondre. Mais par contre, les caméras piétons révélées par Libération montrent tout autre chose. Des propos violents, des insultes, des tirs tendus interdits, et même des gendarmes qui semblent oublier qu'ils sont enregistrés. Le Monde révèle notamment que ces images proviennent d'ordres jugés illégaux, avec des tirs dangereux, des insultes, avec au moins 200 manifestants blessés ce jour-là. Donc là, on voit très bien le mécanisme. Pour rendre une violence légitime, on n'a qu'à dire qu'elle répond à une menace. Mais quand les images sortent, on montre surtout la violence de ceux qui prétendent se défendre. Donc l'État organise des violences et tente de gagner le bon cœur de la population avec des mises en scène. Donc on peut aussi se poser la question de pourquoi ? Certaines violences sont diabolisées et réprimées pendant que d'autres sont tolérées et invisibilisées par ceux qui nous dirigent. Au final, est-ce que c'est un peu parce que nous leur donnons le pouvoir qu'ils veulent notre approbation ? Ce pouvoir, il tient pas tout seul, il tient parce qu'on lui reconnaît une légitimité. Parce qu'on accepte certaines règles, certaines normes et donc certaines violences. Et là, on l'a pris au plus haut niveau de l'État, mais mentir et cacher des violences, ça se fait au plus bas niveau du pouvoir aussi. Quand un patron violente ses employés, il retourne la responsabilité sur eux. Quand un homme bat sa femme, il lui dit de cacher ses bleus. Ils utilisent leur pouvoir pour commettre des violences et ensuite les cacher ou les rendre légitimes. Sur la question des violences, je pense que je connais très peu de personnes qui diraient qu'elles en subissent pas. Et puis, subir une violence, ça peut être une violence qu'on s'inflige nous-mêmes, ça peut être une violence que quelqu'un d'autre nous inflige. Il y a différentes formes de violence, il y a les violences verbales, les violences physiques, même tout ce qui va toucher à de la manipulation ou du manque de respect ou recevoir une forme de pression, que ce soit sociale ou au travail, etc. Je pense que ce sont toutes des formes de violence qui ont forcément plus ou moins un impact sur une personne et qui sont plus ou moins acceptées socialement, donc qu'on va un petit peu ignorer au quotidien. Mais oui, je pense subir des violences au quotidien, et je pense que tout le monde subit des violences au quotidien, mais chaque violence à un certain degré en tout cas. Dans le sens dans lequel je pense la plupart des gens l'utilisent dans la vie de tous les jours, le mot violence, je ne pense pas. Mais il y a des violences quand même assez intrinsèques qui existent quand on est étudiant par exemple. La violence de la précarité en est une, la violence de la répression aussi justement dans le militantisme en est une. Après au quotidien, je sais pas en ce qui me concerne, je pense que des millions de personnes dans ce pays, des centaines de milliers par exemple qui vivent la pauvreté, subissent une violence au quotidien qui est minimisée parce qu'en fait elle est concrète mais elle est pas considérée comme de la violence directement, alors que quand ces personnes-là se rebellent, même ça peut être physiquement, même oralement, ça va être considéré très vite comme de la violence, et c'est ça qui est assez injuste. Donc je pense que la violence au quotidien c'est un sujet dont il faut parler. Moi personnellement pas tant que ça, je pense, mais je pense que c'est le cas de pas mal de personnes notamment qui peuvent m'entourer. En tant que femme, oui, forcément. Plutôt de violence peut-être psychologique, sortir de chez soi et stresser ou rentrer de chez soi
chez soi, parce que tu sais pas comment tu vas devoir rentrer pour pas être agressé, parce que t'as peur. En fait, pour moi, c'est une violence parce que c'est dû au fait qu'on a vu des violences faites sur d'autres femmes ou d'autres personnes en général. Moi, je trouve qu'en tant que femme, on subit beaucoup de violence. De la violence parce qu'on te parle dans la rue, on te répond, tu réponds et tu te fais insulter. Ça, c'est de la violence au quotidien. Et là, c'est un abus de pouvoir parce qu'ils savent qu'ils ont plus de force que nous. Au final, la question, elle n'est pas au niveau du pouvoir, mais au niveau de l'acceptation. Ces violences, elles continuent parce que parfois on détourne le regard et d'autres fois on les approuve. Le pouvoir organise une violence plus structurée, on l'a bien vu, mais c'est pas lui qui la provoque. Ça vient de beaucoup plus loin. Et là, c'est inquiétant. Dans certains pays, la violence donne même jusqu'à le droit de tuer. La peine de mort, c'est ça, une violence extrême, mais rendue légitime par la loi. Et le plus troublant, c'est qu'elle repose aussi sur des gens qui la défendent et la jugent nécessaire, parfois même juste. Donc là, la question elle change. Si certaines violences sont acceptées et que certaines sont même demandées, est-ce que le problème, il vient pas un peu de nous aussi? Parce que cette violence, elle ne naît pas uniquement dans les institutions. Elle existe aussi dans des réflexes bien plus intimes. Dans la colère, la peur, le besoin de punir, le désir de reprendre le contrôle. On se dédouane souvent des violences et on les présente souvent comme de simples mécanismes de défense. Car la violence, elle donne parfois une impression de justice, de contrôle et parfois même de soulagement. Et parfois, cette violence, on la subit même pas. Juste on la regarde. Que ce soit dans les œuvres littéraires, audiovisuelles ou musicales ou même juste aux infos. C'est partout. Elle choque, mais elle attire aussi. Et à force de la voir, on finit par s'y habituer. Il existe carrément des lieux dans le but de casser des trucs pour servir de thérapie. Quand quelqu'un nous fait du mal, l'idée d'y répondre nous semble presque naturelle. Parce qu'au fond, il y a une idée qui revient souvent, celle que certaines violences seraient méritées. Il l'a cherché et c'est normal, et c'est là que la violence devient plus un problème, mais une solution. Mais ce qui commence comme une réaction peut vite devenir une habitude. Une manière de régler les conflits ou même juste d'échanger avec les autres. Et plus cette violence est répétée, plus elle devient normale, moins elle est remise en question. Et moins elle est remise en question, plus elle est utilisée, notamment par les individus, mais aussi ceux qui ont un pouvoir bien plus grand. Et il y a un autre facteur qui rend cette violence plus facile, la distance. Une guerre à des kilomètres, c'est pas la même chose qu'une violence devant soi. Et plus une violence est éloignée, plus elle devient abstraite. C'est des images. Plus elle devient abstraite, plus elle devient acceptable. Et c'est pour ça que certains disent que la France n'a pas à s'occuper de ce qui se passe à Gaza, alors qu'on a envoyé des armes qui servent aujourd'hui à tuer des enfants. Et même ces mots, vous n'êtes pas capable de les conscientiser parce que vous l'avez pas vu de vos yeux. Et ça, à une époque où tout est filmé. Mais cette idée qu'on aurait besoin de violence, elle mérite d'être questionnée. Parce que ce qu'on ressent, c'est réel. Mais la violence, c'est qu'une réponse parmi tant d'autres. On n'est pas avec. On l'apprend dans la manière dont on nous parle, dans la manière dont on nous corrige, dans la manière dont on règle les conflits autour de nous. Quand la violence est utilisée pour éduquer, elle devient une référence. A l'inverse, dans d'autres éducations, on apprend à faire autrement, à poser des limites sans frapper, à exprimer une colère sans détruire, à gérer un conflit sans rabaisser l'autre. Donc non, il n'y a pas de besoin de violence. C'est une manière dont on a appris à gérer les violences qu'on n'arrive pas à gérer. Et si la violence s'apprend, ça veut dire qu'elle peut aussi se désapprendre. Parce que le problème, c'est ce qu'on choisit de faire de nos émotions, ce qu'on apprend à en faire. Donc la question, c'est pas est-ce que le pouvoir provoque la violence, mais plutôt quelle violence on accepte. Le pouvoir n'a pas inventé la violence, il l'organise, la structure, il la rend acceptable. Mais si elle fonctionne, c'est parce qu'on accepte qu'elle fonctionne, parce qu'on apprend à la tolérer. Alors peut-être que le problème, c'est aussi ce qu'on accepte de faire et ce qu'on accepte de laisser faire. Il existe plein de moyens de se lever face à la violence sans être violent. Les rassemblements pacifistes, les mobilisations, les prises de parole, des formes de désobéissance qui passent pas par la violence. C'est pas forcément ce qu'on voit le plus, c'est pas forcément ce qui choque le plus, mais c'est souvent ce qui permet de changer le plus sur le long terme. Parce que choisir de renoncer à la violence, c'est choisir de ne pas reproduire ce qui nous détruit. Et ça demande parfois plus de courage que de répondre par la force. On nous dit que militer ça sert à rien, mais si c'est inutile, pourquoi réprimer les rassemblements? Pourquoi chercher à les discréditer? Pourquoi passer autant de temps à essayer de manipuler l'opinion publique? Si ça dérangeait pas, personne s'en occuperait. Et en ce moment, il y a beaucoup de revendications en France. Allez faire entendre les vôtres.